Moi, ça m'est apparu un petit peu comme une évidence que partager les ressources plutôt que de les utiliser et de les gaspiller, mais en fait, c'est simplement du bon sens que la technologie permet. Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar et donc coprésident de France Digital. Blablacar, c'est le réflexe mobilité pour le covoiturage, ça on le sait depuis longtemps, mais aussi maintenant pour des bus et puis pour du covoiturage courte distance aussi. Enfin voilà, on développe différents types de mobilité. Le courte distance, c'est pour les trajets du matin et du soir. Mon parcours académique, il est assez fourni, on va dire. J'ai fait beaucoup de maths et de physique, donc maths sup, maths spé et puis normal sup. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'informatique. Je suis parti en Californie, à Stanford, étudier l'informatique. J'ai fait un master's de computer science. Et ensuite, j'ai commencé à lancer justement Blablacar. Et puis, en parallèle, j'avais fait mon MBA à l'INSEAD pour avoir plus de connaissances sur justement comment on crée, comment on lance une boîte. Donc, des connaissances un petit peu plus, on va dire, terrain économique que purement scientifique. Alors, on a parlé du parcours académique, mais on n'a pas parlé du fait que j'ai une autre partie de formation qui est la musique, qui m'a beaucoup servi aussi. Donc, j'ai fait le Conservatoire supérieur de Paris en piano. Avant ça, j'avais fait beaucoup de piano, de violon, et puis même de la guitare et de la batterie. J'étais un peu plus jeune. Et en fait, ça m'a beaucoup servi parce que, au-delà du parcours académique, qui apporte des choses très, j'ai envie de dire, rationnelles, enfin en tout cas celui que j'ai fait avec un angle scientifique très fort. Le parcours musical m'a apporté aussi, j'ai envie de dire, un petit peu plus de créativité, de sensibilité et d'émotion. Et donc je pense que les deux m'ont servi, à la fois le côté émotionnel et le côté rationnel, le côté émotionnel de la musique et le côté rationnel peut-être des études plus scientifiques. J'ai envie de dire, je l'ai lancé parce que ça n'existait pas, enfin, ça n'avait pas été fait. Et donc, c'est quand même extrêmement bien excitant quoi, de lancer quelque chose qui n'existait pas. Donc voilà, je pense que je me suis dit qu'il fallait que ça existe. C'est-à-dire que je me projetais un petit peu plus loin dans le temps en me disant, mais Blablacar existera forcément. Et donc, il fallait le faire. Et donc, j'y ai consacré pas mal de temps, enfin même tout le temps que j'avais pour le construire. Oui, je pense que… Alors j'ai essayé de le faire, mais si quelqu'un me l'avait dit, ça m'aurait aidé. Ce qui est important, c'est de comprendre quand on crée une société que ce qu'on ressent est quasi aussi important, voire plus important que ce qu'on sait. Et c'est vrai que quand on fait un parcours avant, on a tendance à penser que ce que l'on sait a beaucoup de valeur. Enfin, en tout cas, on s'appuie dessus pour construire la suite. Mais quand on crée quelque chose de complètement nouveau, il faut quand même s'appuyer sur autre chose parce que de toute manière, on ne sait pas grand-chose. Donc, il va falloir inventer beaucoup. Et donc, à ce moment-là, tout ce qu'on ressent est également important. Des mentors ou des inspirations, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que j'adore évidemment aller regarder les gens dont j'estime qu'ils ont fait quelque chose de phénoménal dans une direction. Après, c'est jamais toutes les directions d'un coup, donc on crée son propre parcours par rapport à différentes inspirations. Il peut y en avoir plein. Alors, je pourrais vous citer plein de musiciens, mais c'est pas forcément ça qui va aider à créer une start-up. Après, c'est vrai que quand j'avais rencontré Pierre Kosciusko-Morizet qui avait monté Price Minister au début, il m'avait beaucoup aidé parce qu'il avait vraiment beaucoup d'avance sur tout ce qui est arrivé par la suite. Jean-David Chamboredon aussi, mon investisseur, qui m'a beaucoup, non seulement inspiré, mais aussi accompagné dans les différentes étapes, qui n'est pas toujours facile. Il m'a aidé à prendre beaucoup de recul. Ça s'appelait pas économie collaborative à l'époque, hein. Donc ce qu'il faut voir, c'est que moi, ça m'est apparu un petit peu comme une évidence que partager les ressources plutôt que de les utiliser et de les gaspiller, comme on le fait encore beaucoup trop, eh bien c'était une évidence, enfin, ça allait arriver. Et après, en mettant cette évidence-là face au fait que technologiquement c'était possible, eh bien on aboutit sur quelque chose qu'on appelle aujourd'hui la sharing economy, mais en fait c'est simplement du bon sens que la technologie permet. Donc je pense que c'est quelque chose qui est amené à beaucoup se développer. Alors nous on le fait en mobilité, évidemment, ça se fait aussi dans plein d'autres domaines. Et forcément partager les ressources, c'est bien surtout dans une logique de ressources contraintes. Ça paraît la seule voie à suivre. Alors, je pense que la persévérance, pour le coup, ça ne date pas d'hier. Parce que je l'ai entendu beaucoup pendant toute ma jeunesse, que j'étais… Alors, on ne disait pas forcément persévérant, on me disait plutôt têtu. Mais ensuite, quand on passe de têtu à persévérant, eh bien, ça permet de faire des bonnes choses.
Voilà, après une fois que j'ai mis quelque part mon énergie sur le développement de Blablacar, je pense que ma persévérance effectivement m'a aidé à tenir. Pour moi, ça devait exister. Et donc il suffisait juste de trouver le bon chemin pour y arriver, mais forcément on y arriverait un jour. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que ce qui m'a aidé, c'est de me projeter dans un monde où je me disais mais c'est pas possible que dans le monde dans 10 ans, Blablacar n'existe pas de manière massive. Alors en fait, dans le digital ou dans le milieu économique tout court, la confiance, c'est un petit peu le liant de toutes les transactions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie sans transaction et il n'y a pas de transaction sans confiance. Donc en fait, ce qui est très important à voir, c'est que à chaque fois qu'il y a une transaction entre deux personnes, quelqu'un qui achète un produit, eh bien, il y a une autre couche, qui est la couche d'ailleurs qui convainc l'acheteur, qui est la confiance dans le fait qu'on va effectivement acquérir un produit ou un service qui va nous aider. Et donc en fait, c'est une confiance, une projection du futur. Donc chaque fois qu'il y a un acte d'achat, il y a une projection qui s'assimile à la confiance qu'effectivement c'est une bonne décision et ça va nous aider pour le futur. Donc en fait, bon, après il y a la confiance dans le digital tout court, mais il y a la confiance tout court dans l'économie. Il n'y a pas d'économie sans confiance pour résumer, et donc il n'y a pas d'économie digitale sans confiance non plus. Donc en fait aujourd'hui, on est en train de construire la confiance par tous les moyens dans l'économie digitale. Il y a plein de manières, il y a des manières de contrôle, mais il y a aussi des manières tout simplement les ratings qui sont extrêmement répandus pour tout, pour les produits, pour les comportements, pour tout. Et donc en fait, toute l'économie digitale qu'on est en train de créer repose aussi sur la construction de tous les outils d'appréciation de confiance qu'on peut déployer. Alors, ce qui différencie probablement le tissu français d'autres zones géographiques, c'est quand même les valeurs que l'on porte et que l'on peut justement transférer, y compris sur l'économie du digital. Et donc, les startups que l'on crée ont quelque part très souvent, en tout cas de manière statistiquement plus prononcée qu'ailleurs, des valeurs ou un sens. Alors, je prends quelques exemples, des boîtes comme Back Market, comme Insect, comme Doctolib, comme Blablacar évidemment. Sont des sociétés qui ont quelque part des valeurs ou des choses à pousser qui vont au-delà de la technologie. Elles se servent de la technologie pour aller plus loin et elles portent en elles une sorte d'ADN français et européen. Je pense que c'est ça qui est extrêmement grisant. Alors, je pense que la France peut beaucoup. D'ailleurs, dans son histoire, elle a prouvé qu'elle était capable de faire plein de belles et grandes choses. Donc j'ai envie de dire alors en plus, faut faire attention parce que on compte les licornes, mais c'est un petit peu c'est une métrique, hein. Enfin, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que c'est juste une manière de mesurer la performance d'un écosystème à aller générer de l'innovation rapidement. En fait, l'ambition doit déjà être largement au-dessus d'une simple licorne. Simple entre guillemets, hein, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des sociétés aujourd'hui qui sont valorisées 1000 ou 2000 milliards de dollars. Donc, c'est plus des licornes, c'est 1000 fois des licornes. Donc, j'espère bien qu'on est capable de construire ce genre de géant. Par contre, on a pas mal de retard. L'avantage, par contre, c'est que on a prouvé par notre histoire qu'on était capable de faire des grandes choses et que là, on est à un tournant d'ailleurs de l'histoire et avec tout cet épisode Covid, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont bousculées. Et c'est une très forte opportunité aussi pour la France de se repositionner pour le monde de demain, ou le monde d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, puisque là, on est encore dans le coronavirus et on n'en est pas encore sorti. Alors, je crois qu'on a fait pas mal d'erreurs. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est arrivé à l'échec. Vous savez, un échec, c'est souvent une erreur qu'on reproduit. Mais quand on se rend compte qu'on est en train de reproduire la même erreur, il faut essayer de s'arrêter avant. Parce qu'effectivement, on va arriver à l'échec. L'échec qui d'ailleurs est un mot extrêmement définitif dans le langage français, mais ce n'est pas la même chose dans le langage anglo-saxon par exemple. Parce que fail, c'est pas la même chose. Fail, c'est quasiment j'ai essayé et puis ça n'a pas marché. Mais c'est pas un échec. C'est pas échec et maths. Nous, quand on parle d'échec, c'est vraiment c'est la fin. Donc, on peut éviter l'échec, je pense, quand on repère les erreurs assez tôt et qu'on les corrige. Donc, d'ailleurs, il y a une très bonne citation d'Einstein sur ce sujet qui dit que le signe de la folie, c'est d'essayer plusieurs fois la même chose en espérant un résultat différent. Donc, en fait, quand on s'entête sur une erreur, il faut être créatif et changer pour atteindre le même but. Donc j'ai la chance, ou en tout cas on m'a poussé à apprendre cela que quand ça marche pas bien, il faut essayer autrement.
Alors la mobilité, elle est en pleine mutation, hein. Il y a quand même 4 grandes tendances qui sont en train de s'abattre sur la mobilité. Il y a toute la connectivité, donc ce que j'appelle le CASE, donc c'est 4 lettres. Il y a la connectivité, il y a l'autonomie, il y a le sharing, donc tout ce qui est partage, et puis il y a l'électrique. C'est quand même 4 fortes tendances qui arrivent. Chacune de ces tendances-là pourrait à elle-même complètement bousculer un écosystème. Mais là, on en a 4 qui arrivent en même temps, donc on voit des formes de mobilité complètement diverses et très novatrices, hein, des drones et possiblement des taxis volants jusqu'aux trottinettes électriques dans la rue ou les voitures autonomes. Enfin, on voit des choses qu'on n'avait effectivement jamais vues, mais c'est parce que en fait, tout converge aujourd'hui avec ces 4 révolutions-là. Je pense que de la même manière que j'en ai parlé un petit peu pour Blablacar, l'économie collaborative, c'est tout simplement le fait de mieux utiliser nos ressources. Donc l'avenir de l'économie collaborative ne peut que être radieux puisque la technologie, avec un petit peu d'optimisation du monde physique, permet de beaucoup mieux utiliser nos ressources. Donc, ça ne peut que être extrêmement positif dans le futur parce que les tendances, je ne vous fais pas un dessin, mais enfin, avec le réchauffement climatique et puis toutes les problématiques qui vont avec, on est dans une logique d'aller mieux utiliser toutes nos ressources et je pense que l'économie collaborative, c'est exactement ça, c'est au cœur de cela. Alors la première chose, mais ça je pense que tous les entrepreneurs le comprennent assez vite, c'est de penser sa propre vie et son propre chemin parce que personne ne le fera pour vous. Donc il faut vraiment l'imaginer. Ensuite, il faut utiliser la passion comme moteur. J'en parlais un petit peu tout à l'heure quand je disais que ce qu'on ressent est aussi important que ce que l'on sait. Et la passion, c'est un vrai moteur, donc il faut vraiment l'utiliser. Et puis surtout, si possible, d'aller vraiment s'attaquer à des problèmes dont le monde a besoin demain. Et notamment par rapport à tout ce qui concerne le changement climatique, on a grand besoin de solutions innovantes pour faire autrement et faire mieux. Bravo Genius Global pour ce que vous faites. Continuez à mettre votre énergie au service de l'entrepreneuriat, ça ne peut que être positif.